permis d'aboutir à l'accord 358 année après le bac, niveau licence, niveau master, niveau doctorat. Mais nous ne pouvons pas, nous, politiques, intervenir beaucoup sur leur action. Ce que j'observe, je le regrette, mais nous essayons d'y remédier par des budgets consacrés à des programmes de recherche, surtout en ce qui concerne la science, les nouvelles technologies, l'aéronautique et l'espace, les sciences dures, communs à des laboratoires européens. Mais ce que j'observe, c'est qu'en fait, le monde de la recherche, le monde universitaire, il est mondial. Et qu'en matière de médecine, en matière de biosciences, en matière même d'informatique, bien entendu, d'économie digitale, de nanotechnologie, les échanges sont mondiaux. L'initiative que j'avais lancée quand j'étais ministre des Affaires européennes concernait un domaine très précis, et je comprends que l'orateur que vous avez invité à votre première réunion sur l'Europe s'y est attelé de son côté, je m'en réjouis, qui est l'histoire. Là, il y a un domaine où, dans le cadre, non pas de l'Union européenne, mais du Conseil de l'Europe qu'évoquait tout à l'heure Mme Bojard, nous devrions faire mieux parce que je suis effrayé de constater que, tout en ayant réalisé ce miracle de la réconciliation entre nos peuples, chaque pays étant responsable du contenu de l'enseignement de l'histoire, et dans les États fédéraux ou décentralisés, chaque région étant responsable, je constate que dans certains pays, pas tous, dans certaines régions, pas toutes, on refabrique des petits nationalistes. Je suis allé en Hongrie il y a quelques années. Je visite une école qui avait été rénovée avec de l'argent européen. Je feuillette le livre d'histoire dans lequel les collégiens apprennent l'histoire de la Hongrie. Première page, la carte de la Hongrie. Stupéfaction. C'est pas la Hongrie d'aujourd'hui. C'est la Hongrie de 1867. Du temps de ce qu'on appelle le système des Actes, l'Autriche-Hongrie de l'empereur François-Joseph, à l'époque où la Hongrie, l'immense royaume de Hongrie, comprenait la Hongrie actuelle, mais aussi une partie de la Slovaquie, la Transylvanie et le Banat de Temesvar qui sont maintenant roumains, la Ruthénie subcarpatique qui est maintenant ukrainienne, la Voïvodine qui est maintenant serbe, etc., etc. Et donc, il n'est pas surprenant que le gouvernement hongrois d'aujourd'hui soit un gouvernement nationaliste. J'ai été élu du Pays basque français au moment le plus difficile de la guerre que l'ETA menait contre l'État espagnol et accessoirement contre l'État français, et nous avons été très surpris de voir 20 ans après que l'Espagne soit devenue une démocratie et que la démocratie exemplaire, et que la première génération de tueurs de l'ETA, qui en réalité étaient des militants anti-franquistes qui luttaient contre la dictature franquiste et qui d'ailleurs pouvaient se réfugier en France avec le statut de réfugiés politiques, avait donc déposé les armes, est apparue une deuxième génération qui, à 20 ans, après avoir appris l'histoire du Pays basque comme l'histoire d'un pays qui avait été injustement persécuté pendant 20 siècles par le Royaume d'Espagne et par le Royaume de France, assassiner les politiques ou les juges ou les policiers français. Idem en Écosse, idem en Catalogne. Donc faisons très très attention à cet aspect-là de la science. Et je suis très frappé de voir aussi quand les programmes d'histoire en France, alors on ne forme pas des petits nationalistes français. L'enseignement d'histoire en France est un enseignement aussi scientifique que possible. Mais on n'enseigne guère, et parfois quasiment pas du tout, l'histoire de la construction européenne. Alors qu'il est évident que dans quelque temps, les historiens diront le grand Français du XXe siècle, c'était Jean Monnet. C'était Jean Monnet. Bon, De Gaulle a été un grand Français, mais il n'a été qu'un Français, si je puis dire. Jean Monnet, ça a été un grand Européen et un grand citoyen du monde. Voilà. Alors, monsieur dit le populisme, c'est lié à la situation économique, et quand l'économie marchera mieux, il n'y aura plus de populisme. Non, malheureusement pas. Malheureusement pas. Si c'était lié à la situation économique, encore une fois,
On pourrait expliquer Syriza en Grèce, Podemos en Espagne et même le Front National en France, mais absolument pas ce qui se passe aux Pays-Bas avec M. Wilders, Mme Bojar peut en parler mieux que moi, au Danemark, en Finlande, en Autriche, il n'y a pas un chômeur. Hein, en Norvège, en Suisse et à plus forte raison aux États-Unis. Non. Quand on dit oui, c'est pas normal, il y a une concurrence dans la zone euro, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du moment où nous avons eu une monnaie commune, tout le monde s'est trompé. Les économistes se sont trompés, les politiques se sont trompés, les banques centrales se sont trompées, les marchés financiers se sont trompés. On a considéré qu'à partir du moment où on aurait une monnaie commune, non seulement les taux d'intérêt à court terme seraient les mêmes dans toute la zone monétaire. Ça, c'est tout à fait normal. Les taux d'intérêt à court terme dépendent du taux de la banque centrale. Il y a une seule banque centrale. Donc, les taux d'intérêt auxquels les banques se prêtent au jour le jour sont les mêmes, très bien. Par contre, on a trouvé normal aussi que les taux d'intérêt auxquels on prête aux États, les taux, ce qu'on appelle les dettes souveraines, devaient aussi être les mêmes. Et ils se sont harmonisés tous vers le bas. C'est-à-dire que tout d'un coup, des pays assez mal gérés, qui jusque-là, pour emprunter sur le marché financier, étaient obligés de proposer des taux plus élevés parce qu'il y avait une prime de risque, à commencer par la Grèce, mais aussi l'Italie, mais aussi, de certaine manière, la France, ont pu emprunter au taux le plus bas de l'Allemagne. Et alors là, il y a eu deux catégories de pays. Les pays sérieux, en gros l'Europe du Nord, sauf l'Irlande, qui ont géré sérieusement leur économie et qui aujourd'hui n'ont pas de chômage, ont un taux de croissance raisonnable. Et je rappelle quand même que l'Allemagne réussit à avoir un excédent commercial supérieur à l'excédent chinois. Avec l'euro. Vive l'euro. Vive l'euro si on est sérieux. Alors vous dites, ils ont baissé les salaires. Non, ils n'ont pas baissé les salaires, ils ont adapté la durée du travail en fonction du carnet d'affaires, et ils ont augmenté les salaires moins que la productivité pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, ils peuvent enfin augmenter les salaires. Et puis il y a eu les pays pas sérieux, c'est-à-dire l'Irlande et tous les pays méditerranéens, dont la France, qui ont profité de ces taux très bas pour financer non seulement les investissements, ce qui est bien, mais aussi leur politique sociale à crédit, et en fait reporter sur la génération suivante le poids des dépenses de fonctionnement actuelles. C'est-à-dire qu'une partie des fonctionnaires que nous avons aujourd'hui, eh bien, leur salaire sera payé à la fin par nos enfants. Le remboursement de rhume de cerveau, il sera payé par nos enfants. Il y a deux catégories de pays. La concurrence entre les pays, elle est tout à fait normale. Entre les 50 États des États-Unis, je peux vous dire que la concurrence est évidemment féroce. Entre les collectivités locales en France, la concurrence est féroce. Entre les lenders allemands, la concurrence est féroce. La concurrence, l'émulation et le droit et de la loi de la vie. Quand on joue comme le Barça, on gagne. Quand on joue comme le PSG, on perd. Bien. Alors, qu'est-ce qui arrive à la Pologne? La Pologne. Ben, c'est très triste. Et voilà, pour le coup, l'économie n'y est rigoureusement pour rien. Car la Pologne, c'est le seul État développé qui a traversé toute la période depuis la crise financière en maintenant un taux de croissance de 2,5 à 3% par an. Grâce à son Premier ministre de l'époque, qui est un homme remarquable, Donald Tusk, qui aujourd'hui d'ailleurs a été renouvelé pour 2 ans et demi dans son mandat de président du Conseil européen. Et voilà une histoire qui est extrêmement triste. En 2004, quand la Pologne rentre dans l'Union, la Pologne est le pays le plus hostile à l'Europe. Ils y sont entrés en marche arrière. Et c'était, excusez la familiarité de mon vocabulaire, c'était des chieurs. Ils se plaignaient de tout. On n'a pas assez d'argent, on n'est pas à égalité, on est maltraité, bon. Et les sondages montraient que le peuple polonais était le peuple le plus eurosceptique. Aujourd'hui, des 28 pays européens, le peuple polonais est le plus enthousiaste pour l'Europe. 80% des Polonais sont favorables à l'Union européenne, 2 fois plus que les Français. Alors il faut dire qu'ils ont été couverts d'or.
chaque année, au titre de la politique agricole commune d'une part et des fonds de cohésion d'autre part, nous leur donnons en net 15 milliards d'euros. C'est-à-dire l'équivalent de 4 ou 5% de leur production nationale qui vient se rajouter. Merci Laurent. Et malgré les résultats économiques formidables, malgré ce qu'ils reçoivent de l'Europe et dont ils remercient l'Europe, ils ont élu ils ont fait gagner un parti ouvertement xénophobe, eurosceptique, anti-russe, mais ça, quand on est en polonais, on est évidemment anti-russe. Et donc nous en sommes tous très désolés. C'est un handicap pour l'Europe parce que nous avons besoin de la Pologne, qui est le leader naturel un petit peu de la partie orientale de l'Union. Et nous sommes assez inquiets parce que le gouvernement polonais actuel est en train de remettre en cause un certain nombre des valeurs fondamentales de l'Union que j'évoquais tout à l'heure. Et nous avons été obligés de placer la Pologne, comme on l'avait fait pour la Hongrie d'Orban il y a quelques années, sous surveillance et d'engager une négociation un peu délicate avec elle, parce que formellement l'Union européenne n'a pas de compétences sur les institutions politiques nationales, mais enfin tout de même nous engageons une négociation pour éviter que le gouvernement polonais remette en cause l'indépendance de la justice ou l'indépendance des médias. Ça, c'est l'aléa des démocraties. C'est l'aléa des démocraties, et nous espérons qu'à une prochaine échéance électorale, le parti pro-européen reviendra aux affaires. La Pologne est un pays qui est aujourd'hui politiquement étrange, où il n'y a plus un seul député de gauche. Il n'y a plus un socialiste en Pologne. Et donc, c'est comme si le Front National était au pouvoir en France et que les Républicains étaient la seule opposition. Voilà. C'est une situation qui n'est pas très saine. Bon, mais alors, par contre, ne nous inquiétons pas trop de la rhétorique anti-européenne qui est pénible pour nous à entendre, parce qu'ils nous injurient alors qu'on leur donne ils crachent littéralement dans la soupe, parce que de toute façon, l'agressivité de M. Poutine les ramène dans nos bras. Alors on est loin, effectivement, de Jean-Paul. Ouais, on va revenir, madame. Non, pas sur la Pologne, parce que là, M. Lamassoure connaît la situation bien mieux que moi. Je voulais juste rajouter à la question des polymores de Saint-Germain sur la contribution des universitaires. Je pense qu'ils contribuent néanmoins à travers tous les think tanks qui sont à Bruxelles, tous les experts qui sont consultés. Si quelqu'un avait des idées géniales, il trouverait le moyen de les faire. Je dis, Bruxelles, c'est vraiment l'endroit, enfin, je parle sous le contrôle de M. Lamassoure, où il y a énormément d'idées qui circulent. Énormément. Et à un moment donné, il faut que le politique les reprend. Donc, ils ne sont pas exclus. Mais c'est d'une façon très informelle, je pense, dont ils collaborent. Alors, d'autres questions? Claude, là-bas? Là-bas. Il y a un monsieur au premier rang. Après, et madame Laurence. Alors, des questions relativement courtes, s'il vous plaît. Les trois questions. 4 questions. Bon. J'ai habité en Afrique et je suis très sensible à ce que vous dites sur le partenariat absolument indispensable pour l'Europe avec son voisin du Sud, avec le continent africain. Vous étiez où? Notamment. Dans 2 pays africains, le Maroc et le Gabon. D'accord. Et puis j'ai quelques attaches personnelles. Donc, qu'est-ce qui est fait au niveau européen actuellement et quels sont les principaux acteurs pour que ce partenariat renouvelé, ce qu'on appelait Eurafrique du temps de ma jeunesse, puisse prendre corps? Et je vois une difficulté particulière à la France pour être leader, c'est la difficulté qu'elle a à avaler, à digérer, à comprendre la période de décolonisation. Je crois que c'est un événement récent qui l'a montré. Je crois que l'opinion publique française n'a pas encore compris qu'il fallait passer la page de façon intelligente. Monsieur au premier rang.
Sujet voisin, Votre prénom? Claude. Claude aussi? Oui. Claude 2. D'accord. Vous avez attiré l'attention sur le défi africain et l'Europe est considérée comme plus généreuse que les États-Unis pour l'aide au développement. Mais si on regarde de près, l'aide publique au développement ne fait qu'un tiers des transferts privés des travailleurs migrants vers leurs familles. Comment allons-nous relever un tel défi si, en fait, nous exploitons au lieu d'aider? Alors, monsieur là-bas. Quel avenir pour l'Europe? Non, Alors, micro. Pardon. Le micro, et vous dites votre prénom. Claude 3? Paul. Paul. Bon. Quel avenir pour l'Europe? La question est à M. Lamassoure. Que pensez-vous de l'Europe à plusieurs vitesses? C'est une idée qui est en l'air, qu'on entend beaucoup. Oui. Et pour finir, Laurence. Voilà. Premier rang. Laurence fait la parité. Je ne vais pas parler de l'identité européenne, mais quand je parle avec des amis de l'Europe, la majorité me dit l'Europe c'est bien, mais les normes européennes, et dans mon petit village, dans le Cotentin, des petits entrepreneurs, etc., sont forcés, ou on leur demande d'appliquer des normes européennes à des travaux qu'ils entreprennent, etc. Et un m'a dit récemment, je ne veux pas le faire parce que ça me coûte trop d'argent et que je n'ai pas les moyens. Et voilà. Merci. Je vais rajouter moi-même une question. Plus exactement, je vais rebondir au bon sur ce qu'a dit Madame Bauger à la fin de son propos. Je pense que c'est François, peut-être qu'il a dit, qui a prôné un dialogue entre les dirigeants des grandes entreprises. Non, c'est moi qui... Ah, c'est vous. Ah, c'est vous. Bon, mais très bien. Donc, c'est Monique. Mais j'avais retenu ça en disant que les dirigeants des grandes entreprises ont plus de pouvoir que beaucoup de chefs d'État. Et comment imaginer un dialogue, qu'en pense le député européen, un dialogue pour construire d'un projet en associant, en dialoguant avec des gens qui ont du pouvoir et qui sont les dirigeants des grandes entreprises multinationales. Il faut quand même, pour être honnête, c'est le pape qui dit qu'il faut passer d'une économie liquide à une économie sociale, et notamment à une économie sociale de marché. Et d'où m'est venue cette idée de dire qu'il faudrait peut-être mettre les acteurs économiques aussi autour de la table. Et sociaux. Bien. Pardon. Alors, sur l'Afrique, Claude 1 et Claude 2. La bonne nouvelle, c'est que l'aide à l'Afrique, ce n'est pas du tout un problème d'argent. Nous consacrons à l'aide au développement des tombereaux d'argent, qui sont prodigieusement mal utilisés. Le budget de l'Union européenne, nous avons un petit budget commun, dont j'ai eu la gestion pendant 5 ans. Il est de l'ordre de 150 milliards d'euros. 150 milliards, paraît beaucoup, en fait c'est 1% de ce que nous produisons chaque année au niveau européen. Je rappelle que les prélèvements obligatoires en France représentent 46% du produit intérieur brut de ce que nous produisons chaque année en France. Donc quand un Français gagne 100 euros, il paye 46 euros pour faire fonctionner la France et redistribuer entre les riches et les pauvres en France, et il paye 1 euro, j'allais dire un petit euro, pour toutes les politiques européennes. Dans ce budget, nous consacrons quand même chaque année 11 milliards d'euros pour l'aide au développement. Et s'ajoute à ce budget européen de coopération les 28 budgets nationaux, qui fait que l'aide que l'Europe accorde au développement de ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde représente de l'ordre de 80 à 90 milliards d'euros par an. Si cet argent était bien utilisé, les résultats seraient fabuleux. Mais on s'arrange pour le gaspiller au maximum. On ne se coordonne pas entre nous, chacun a ses pauvres,
Et alors, là, on est pris par le complexe colonial ou néocolonial. C'est-à-dire qu'on n'ose pas subordonner notre aide à un certain nombre de conditions. Donc choisir nous-mêmes, en tout cas jouer un rôle déterminant dans le choix des projets. Et puis s'assurer que l'argent est bien géré, n'est pas détourné, etc. Résultat, tout ça est totalement inefficace pour le développement. D'ailleurs, j'attends avec intérêt qu'on donne le prix Nobel d'économie à un économiste qui fera la démonstration que plus un pays reçoit d'aide, moins il se développe. Hein, les tigres d'Asie, la Corée du Sud a été très aidée par les Américains à un certain moment, mais après plus du tout. Bon. Taïwan, Singapour, et puis en plus, après, naturellement, la Chine, mais même aujourd'hui la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, c'est un peu plus lent, les pays d'Amérique latine qui se sont développés, etc. Bref, les pays émergents sont les pays qu'on n'a pas aidés. Bon. Et les pays qu'on aide sont des pays qui ne se développent pas. Parce qu'en réalité, on aide les dictateurs de ces pays à faire travailler nos entreprises, chez eux. Et à une certaine époque, ça servait aussi à financer notre activité politique. Voilà, on se dit tout. Bien. Alors cet aspect-là est fini. Merci les juges. On ne vantera jamais assez la nécessité absolue d'avoir des juges indépendants qui osent, quand il le faut, condamner les hommes politiques. Et c'est vrai, comme vous l'avez dit, que ce qu'on appelle en anglais les remittances, c'est-à-dire la part de l'épargne que les Africains ou les étrangers venus chez nous, les Portugais aussi, les Chinois aussi, renvoient dans leur famille, représentent des sommes très supérieures à l'aide que nous pouvons donner. Ce dont nous nous rendons compte aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on soit sérieux. L'argent est précieux, il ne faut pas le gaspiller. Et que, en fait, nous devons établir un partenariat avec l'Afrique, alors que moi que je vois de la manière suivante. Chaque fois qu'on le peut, ce n'est pas toujours le cas. Inciter les pays africains à se grouper, aider les regroupements qui existent déjà et qui fonctionnent dans certains domaines assez bien. La CDEAO en Afrique de l'Ouest, la CDEAE en Afrique orientale anglaise, moins bien la SADC autour de l'Afrique du Sud. De la même manière que les Américains, après la guerre, pour distribuer le plan Marshall, nous ont obligés à nous rassembler, ce qui a aidé après le plan Monnet et Schuman. Et puis mettre des conditions politiques extrêmement strictes. Faire en sorte que cet argent soit bien utilisé, ne soit pas détourné au profit de la classe dirigeante ou de la tribu dirigeante, et que ces pays honorent les engagements qu'ils prennent vis-à-vis de nous en ce qui concerne la maîtrise des flux migratoires. Alors là, il y a un cas d'école qu'il faut traiter, qui est à notre portée, qui est l'Érythrée. Il faut savoir que 40%, depuis 2 ans, 40% des malheureux qui franchissent au péril de leur vie la Méditerranée pour arriver à Lampedusa viennent d'Érythrée. Et on leur donne le statut de réfugié, ce qui est tout à fait étonnant. L'Érythrée n'est pas du tout en guerre civile. Simplement, c'est un petit pays de 7 millions d'habitants qui est une prison à ciel ouvert du fait de la folie de son dirigeant actuel, M. Afwerki. Et donc, en face d'une situation de ce genre, notre réponse devrait être simple. Politique étrangère commune. Alors, vous avez raison d'évoquer le malaise des pays anciens colonisateurs vis-à-vis de leurs anciennes colonies. Mais c'est là que l'Europe doit se substituer aux anciennes colonies. On ne va pas envoyer un Italien en Érythrée. Par contre, on peut envoyer un Danois ou un Slovène parler au nom de l'Europe à l'Érythrée et dire aux dirigeants érythréens, écoutez, de 2 choses l'une. Ou bien vous vous comportez bien, avec notre aide, qui pour quelques dizaines de millions d'euros peut être efficace dans un petit pays, vous permettez à vos jeunes de cultiver leurs champs, on fait le chemin de fer qui permettra d'amener les récoltes jusqu'au port, on aménage le port, etc. Et puis vous récupérez les jeunes qui sont venus chez nous, et à ce moment-là on vous aide et tout va bien, ou bien vous ne le faites pas, mais c'est un petit peu dommage parce que dans quelque temps vous ne serez plus au pouvoir. Évidemment ça c'est ce qu'on appelle la réelle politique. Mais
opérer un changement de pouvoir dans un pays africain, c'est un truc qu'on sait faire. Excusez-moi, ça a l'air cynique, mais si on prie simplement d'aider un opposant, et puis de faire en sorte que le titulaire soit hébergé par un pays voisin, on n'est pas obligé de faire couler le sang, bien entendu, nous sommes des pacifiques. Mais enfin, parfois il faut être un petit peu dirigiste, et donc une politique étrangère commune et des conditions politiques strictes mises par l'Union européenne, négociées plutôt qu'avec un pays donné, avec un groupe de pays. Là aussi, ça aide. Ça supprime le caractère néocolonial. Ça fait discussion d'égal à égal, comme nous faisons avec le Mercosur en Amérique latine, hein, ou avec l'ASEAN en Asie du Sud-Est, avec des groupes de pays. C'est mieux. Alors, l'Europe à plusieurs... Alors, je terminerai par l'Europe à plusieurs vitesses. Les normes européennes, Laurence, chaque fois que vous avez un cas concret, vous me l'envoyez. Et on vérifie ensemble que 9 fois sur 10, en matière d'artisanat, d'industrie, de commerce, etc., les normes que l'administration française prétend européennes sont des normes nationales. J'étais la semaine dernière au Salon de l'agriculture, les agriculteurs se plaignent du fait qu'il n'y a pas assez de normes européennes. Et mais oui, parce que si vous avez des normes nationales, vous n'avez plus le grand marché. Vous avez 28 marchés cloisonnés avec 28 lois nationales. Et nos agriculteurs ne peuvent plus exporter chez leurs partenaires parce que leurs partenaires se dotent de lois différentes. Il y a quelques années, le puissant et regretté Charles Pasqua, qui n'aimait pas l'Europe, faisait un numéro irrésistible dans les meetings en disant l'Europe vient de définir le fromage au lait cru. Comme si là, les technocrates de Bruxelles allaient apprendre à nos bergers à faire à traire leurs brebis et leurs vaches et à faire du fromage au lait cru, hurlement de rire, gna 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 gna. Bon, renseignement pris. Oui, il y a une norme européenne du fromage au lait cru. Pourquoi? Parce que le lait cru, s'il est mal fabriqué, peut entraîner une maladie mortelle qui s'appelle la listériose. Et que, sous le prétexte de ce danger, chaque pays avait sa législation. Et donc, les fromagers français, qui naturellement sont les meilleurs en Europe, ne pouvaient pas vendre en dehors de la France. Et ce sont eux, nos bergers, qui ont demandé une norme européenne, qui ont obtenu une norme européenne, et qui, depuis, inondent le reste de l'Europe de fromage au lait cru. Et maintenant, avec l'accord passé avec le Canada, nous allons inonder les Canadiens de notre fromage au lait cru sur la base de normes européennes. Par contre, on y ajoute, l'administration française y ajoute des normes nationales qui, effectivement, ont les inconvénients que vous dites. Les dialogues avec les multinationales. Ne croyez pas... Les multinationales sont évidemment des acteurs mondiaux. C'est hallucinant de voir qu'une entreprise comme Facebook, qu'une entreprise comme Uber, peut, en 2 ans, sans avoir fait le moindre bénéfice les 2 premières années, avoir une capitalisation boursière qui dépasse le produit national brut de beaucoup de pays européens. Mais ce sont des colosses au pied d'argile. Et ce sont des colosses qui dépendent totalement des pouvoirs politiques, de leur pays d'origine et des pays dans lesquels elles ont une activité. Alors c'est un sujet que je connais bien sous un angle très important, qui est l'angle fiscal, puisque j'ai présidé pendant 1 an une commission d'enquête sur ce qu'on appelle pudiquement l'optimisation fiscale, qui en été l'évasion fiscale massive réalisée par de grandes entreprises multinationales, notamment, pas uniquement, américaines, et notamment les GAFA, Google, Apple, etc. En fait, ces entreprises dépendent totalement de l'État américain et dépendent totalement de l'Union européenne. Ce qui est vrai, c'est que comme ces entreprises, notamment des nouvelles technologies, bâtissent les piliers de l'économie du XXIe siècle, il faut les manier avec précaution. En revanche, il faut éviter qu'elles deviennent des acteurs politiques. Et là, nous avons absolument besoin de dialoguer, de négocier avec elles et leur imposer nos normes au niveau européen. On ne va pas avoir 28 Google Tax différentes dans les 28 pays européens. Il faut un seul régime de taxation pour Google dans toute l'Europe. Il faut un seul régime de protection des données personnelles
face à ces gestionnaires de données informatiques dans toute l'Europe. Et puis, tant qu'à faire, malheureusement Trump est au pouvoir, on verra avec son successeur, il faudrait avoir un accord avec les États-Unis là-dessus. Je termine par l'Europe à plusieurs vitesses. C'est pas la formule que j'emploierais. L'image, le projet européen que j'ai en tête, l'image de l'Europe dans 20 ans, c'est 3 cercles qui correspondent à nos vies personnelles. Je compare avec nos vies personnelles. Dans nos vies personnelles, nous avons les voisins, nos voisins. Quel type de relation on va avoir avec nos voisins? De bonnes relations. On ne s'injurie pas, on ne se tape pas sur la figure. Si on a des petits services à se rendre, on se rend des petits services. Une fois par an, on a la fête des voisins. Bien. Et donc ça, c'est le cercle, la périphérie, le cercle de voisinage. Alors les voisins, on a des voisins très très différents, nous, en Europe. On a les Norvégiens, on a les Russes, on a les Turcs, on a les Égyptiens, les Marocains. Chacun doit avoir un type de relation différent avec nous, mais naturellement, nous souhaitons avoir des relations pacifiques avec eux. Si certains sont un petit peu agressifs, il faut qu'on les calme. Bon. Nous avons la copropriété. Alors, les copropriétaires, on est dans le même immeuble. C'est la maison européenne commune. C'est l'Europe des 27. Ça veut dire qu'on partage quand même un même mode de vie. On met en commun le financement des charges communes. Et on a des réunions régulières pour savoir si on refait l'ascenseur, la cage d'escalier, si on change de syndic. Bon. Mais chacun a sa vie professionnelle, sa vie familiale. Et puis, ce qu'il faut bâtir, c'est au sein de cette copropriété la famille européenne. La famille européenne. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin d'un nouveau traité, de s'emmerder à faire un nouveau traité. Moi, j'ai passé 10 ans à faire le traité de Lisbonne, j'en peux plus. On a ce qu'il faut. La famille, ça veut dire quoi? C'est le cercle de solidarité. C'est-à-dire que c'est dans ce cercle-là que nous allons avoir des projets communs. Alors, en matière, évidemment, on parlait tout à l'heure d'Afrique, mais d'abord en matière de sécurité, sécurité intérieure, sécurité extérieure, défense européenne, politique migratoire, politique démographique, économie digitale, je viens d'y faire allusion, union de l'énergie, programme de recherche, faire travailler ensemble des universitaires, voilà. Et puis mettre pour tout ça un budget commun qui permettra de mieux faire fonctionner l'économie européenne de la zone euro. Voilà. Ça, c'est ce qu'il faut que nous bâtissions maintenant, et c'est ce à quoi Jean-Claude Juncker faisait allusion dans les schémas qu'il a mis sur la table, et j'espère, mais là tout est suspendu au résultat des élections présidentielles en France et en Allemagne, parce que depuis le plan Schuman, l'expérience a montré que rien de nouveau, d'important, ne se bâtit en Europe s'il n'y a pas au départ une proposition franco-allemande. Donc nous espérons que, dans leur sagesse, les Français et les Allemands, puisque les élections allemandes ont lieu aussi cette année, éliront ou rééliront des dirigeants résolument européens et prêts à porter ce projet que j'appelle la famille européenne. Merci beaucoup. Il y a quelque chose qui est sacré aux semaines sociales et au centre 8, c'est l'heure. Il est 22h30, donc on pourrait continuer les questions, je pense, très longtemps, mais je crois que la sagesse nous demande de remercier nos deux orateurs qui ont pu nous montrer des valeurs communes aux Européens et nous donner beaucoup d'éléments d'analyse et quelques éléments d'espoir par rapport à la situation d'aujourd'hui. En tout cas, ils méritent votre remerciement. Je voudrais simplement vous demander en sortant de ne pas oublier les corbeilles qui vous seront présentées, parce qu'il y a même quelques frais à couvrir. Merci de votre générosité. Je remercie au passage Monsieur le maire de Versailles, Monsieur le député maire, malgré ses nombreuses obligations, de nous avoir rejoints tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous, en dehors de ce que vous a dit Ariane tout à l'heure, le 17 mai sur l'Europe sociale. Merci aussi, encore une fois, à Monsieur Lamassoure et à Madame Beauvais. Bon, merci beaucoup. J'ai pas vu le maire. Il est là-bas. Il vient d'arriver.